La mémoire collective, c'est une mémoire qui rassemble le collectif, qui doit donc avoir quelque chose de vivant, d'attirant. Et pas seulement, ce n'est pas un cours d'histoire, c'est une sorte d'entité qui rassemble des événements du passé sur un mode où ils peuvent enrichir le présent et l'avenir. Ça ne peut pas être simplement, si on doit commémorer un génocide passé, une guerre, une victoire, une défaite, etc. Et ça ne peut pas être simplement sur le mode de fétiche ou de médaille ou de titre qu'on accroche sur un collectif déjà créé et qui devient une espèce d'entité vieille de plus en plus, ou s'il est jeune qui va s'ennuyer chaque fois un peu plus en rappelant les noms des disparus, etc., comme un devoir. La mémoire collective, elle doit rassembler des événements du passé, je dirais qu'on n'a pas pu intégrer au passé, qui ont été en quelque sorte en excès, en excédent sur la capacité de les comprendre, de les évaluer, de les juger, etc. Et doit donc s'en servir de ces événements pour pouvoir d'abord les dépasser et ne pas en rester foudroyé, pétrifié, meurtri, endolori, et même s'en servir grâce à des témoignages, grâce à de la connaissance, grâce à de l'histoire intégrée, s'en servir pour éclairer le présent, éclairer l'avenir. Parce que dans le passé, il y a eu des choses que les gens qui les voyaient n'ont pas comprises. Imaginez des gens qui voyaient en 1942 arrêter des enfants dans Paris et les foutre dans des camps de transit pour les envoyer dans des wagons à bestiaux. Ils disent, mais c'est quoi? Ils ne comprennent pas. Et le fait qu'ils ne comprennent pas, ça les a aussi protégés. Parce que comprendre, ça voulait dire, on n'arrête pas ces enfants pour les envoyer dans un camp de travail. On les arrête pour les envoyer se faire assassiner. Parce que si des enfants de cet âge ne vont pas travailler à 1000, 2000 km de là. Mais ça, les gens ne l'ont pas su, parce qu'ils ne l'ont pas compris. Vous voyez? Et ils n'ont pas compris parce que chacun a des limites pour ne pas comprendre des choses qui pourraient trop l'ébranler, le casser, le faire exploser. Et ce sont ces limites, peut-être, qu'une conscience collective doit intégrer avec des connaissances approfondies, mais doit intégrer d'une façon originale pour que les gens du présent et de l'avenir, ils aient un passé qui ne soit pas indépassable, en quelque sorte. Et même un passé dont ils puissent se nourrir. Ça fait bizarre de se régénérer avec du passé, mais la mémoire collective doit régénérer le collectif dont elle est la mémoire. Elle doit lui faire du bien. Et ça fait bizarre, d'accord, de se régénérer avec le passé, mais c'est la forme d'altérité qu'on a qui est la plus accessible, la plus familière, en même temps que parfois un peu étrange. Et donc, c'est tout un problème d'élaborer cette mémoire, et notamment de respecter les rivalités de mémoire. Parce que certains, si vous évoquez votre mémoire, ou la mémoire d'un certain aspect de l'histoire, ils vont se sentir blessés, comme si leur mémoire à eux était éclipsée. Or, il y a de la place pour toutes les mémoires. Il n'y a pas une rivalité, en principe, des mémoires, sauf si
et chacun y met surtout un emblème identitaire. Or là, la mémoire collective qu'il s'agit d'élaborer dans un pays, par exemple, comme celui-ci, c'est une mémoire qui puisse intégrer ces événements du passé sur lesquels le collectif a buté et sur lesquels il peut se buter si ce n'est pas correctement élaboré. Il y a une jalousie du malheur qui fait que si vous évoquez votre malheur, les gens se sentent frustrés de ne pas pouvoir évoquer le leur de malheur. Et donc il faut qu'il y ait de la place pour toutes les évocations et dans un esprit, disons, d'interprétation, d'éclairement, d'apaisement, évidemment. C'est-à-dire que, au fond, une mémoire collective, quand l'histoire a eu un cauchemar ou un état un peu second, la mémoire collective doit interpréter ce rêve et cet état second en termes de vie.